bonsoir. Donc, bienvenue dans votre nouveau stage, et au cours de vos stages d'interne, vous allez apprendre la microbiologie, bactériologie, virologie, mycologie, parasitologie. Là, nous allons parler pendant quelques minutes d'un autre groupe de micro-organismes qui, pour faire simple, au microscope ressemblent étrangement à des bactéries, mais qui ont des caractéristiques génétiques et physiologiques différentes des bactéries, et ces autres micro-organismes, on les appelle des archées. Alors ce mot arché, qui est très malvenu, vous allez le voir, a été construit parce qu'initialement, ces micro-organismes ont été détectés dans des environnements qui sont extrémophiles du point de vue de l'homme, bien entendu, c'est-à-dire dans lesquels l'homme ne se sent pas de vivre, par exemple dans des environnements à température chaude pour l'homme, à 121 degrés, ce qu'on appelle des thermococales, dans des environnements au contraire très froids. Là aussi, on ne se sent pas de vivre nous, mais il y a des archées qui s'y plaisent très bien. Dans des environnements très riches en sel, ça c'est un domaine que l'on commence à travailler dans le laboratoire, donc des halobactériums. Il y a des archées qui vivent dans des environnements très acides. Vous voyez, pH2, pour nous, ça semble incompatible avec une vie, mais en réalité, il y a des archées qui s'y plaisent très bien. Et puis, également, au contraire, dans des environnements fortement alcalins à pH 11. Et donc ces environnements qui, encore une fois, sont extrêmes de notre point de vue à nous, ont donné ce nom d'archée parce qu'il y avait des théories en disant que la création de la vie sur Terre s'était faite dans des conditions extrêmes pour nous, de température et ainsi de suite. On va voir ce terme d'archée malvenu. Dans un deuxième temps, on a trouvé en réalité ces mêmes microbes archées, déjà dans des formes qui sont un peu moins extrêmes, dans des ciliés, puis dans des amibes. Et donc vous avez un exemple là, et à cette occasion on a montré d'ailleurs que certaines de ces archées étaient autofluorescentes, spontanément fluorescentes lorsqu'on les éclaire dans certaines longues ultraviolettes, ce qui est quelque chose qui peut être utile pour leur diagnostic au laboratoire. Et puis pour se rapprocher de nous, on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait également de ces microbes archées, encore un petit peu plus proches en quelque sorte, dans le tube digestif de termites, et puis après d'oiseaux et même de ruminants. Et bien naturellement, à la suite, on a fini par trouver ces archées dans le tube digestif de l'homme, avec une première description assez formelle en 1981. Il y avait une description antérieure à ça, mais qui est un petit peu difficile à interpréter, parce que la première description a été faite en utilisant un milieu que l'on utilise au laboratoire, que Didier Raoult a remis à l'honneur, qui est un milieu qui contient du rumen, et le premier travail ne contenait pas vraiment de témoins négatifs, de sorte que il est un petit peu difficile de savoir si les archées étaient dans le milieu de culture au rumen ou venaient bien des selles de l'homme. Donc la première description indiscutable 1981, 1985, 1994, et voilà un petit peu l'état des lieux des connaissances chez l'homme lorsqu'il y a 4-5 ans, nous avons commencé à travailler dans ce domaine. Alors une première chose que l'on a faite, comme toujours, c'est de mettre en place au laboratoire des outils nous permettant de chercher ces archées, des outils moléculaires. On a amélioré un petit peu les méthodes d'extraction de l'ADN de ces archées. Certaines d'entre elles ont, si vous voulez, une paroi assez résistante, mais comme on le retrouve chez certaines bactéries, ou d'ailleurs dans d'autres formes de la vie, et donc il est utile d'avoir des protocoles pour casser ces êtres vivants, faire sortir plus facilement l'ADN qui devient plus facilement accessible aux méthodes de PCR. On a désigné des jeux d'amorce pour la PCR basés sur les séquences qui étaient disponibles, et en faisant ça, dans un premier travail, eh bien, on a montré qu'en réalité, il y a une archée qui s'appelle Methanobacter smithii, qui est un habitant quasiment constant du tube digestif de l'homme. Vous voyez, on l'a mesuré là, à 96% de prévalence, et on a trouvé une autre archée qui était connue avant nous, bien entendu, avec une prévalence plus faible de l'ordre de 1/3 des personnes. Donc c'est un premier travail moléculaire. Basé sur ce travail de détection de séquences, eh bien, on a voulu dans un deuxième temps aller plus loin et commencer à cultiver des archées à partir du tube digestif. Et là aussi, c'est un thème cher au laboratoire, à Didier Raoult. On a essayé de travailler aussi avec la minorité en disant ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de retrouver les archées qui avaient déjà été trouvées par les autres. Donc on va travailler dans des échantillons de sel qui contiennent le moins possible de séquences de celle qui est bien connue, L species, et le plus possible de séquences nouvelles. Et en faisant ça, eh bien, on a effectivement réussi à isoler une nouvelle espèce d'archée à partir du tube digestif chez l'homme, en utilisant des conditions quand même assez originales pour la microbiologie clinique, puisqu'il s'agit de travailler non seulement en anaérobie, mais pour ce groupe d'archées qui sont des archées méthanogènes, qui sont donc des archées
qui ont comme caractéristique de transformer l'hydrogène en méthane, eh bien il faut travailler dans une atmosphère très enrichie en hydrogène, 80% d'hydrogène, qui, vous le verrez, n'est quand même pas une atmosphère habituellement utilisée au laboratoire. Donc tout ça se fait sous une atmosphère strictement anaérobie à 80% d'hydrogène, dans des tubes un peu particuliers qu'on appelle des tubes de N-Gate, du nom du monsieur qui a mis au point ce procédé particulier. Et puis, on va suivre, puisqu'il s'agit d'archées méthanogènes, eh bien on va suivre la croissance de ces micro-organismes tout simplement en détectant le méthane dans le flacon par chromatographie. Et une fois que l'on a ça, eh bien on peut identifier, éventuellement par Malditov, ou quand même pour l'instant encore en séquençant le gène, l'équivalent du gène CES de ces archées pour donc leur identification et la purification des colonies. Donc quand on a eu fait ça, eh bien on a pu mettre en évidence une nouvelle espèce d'archée dans le tube digestif de l'homme que l'on a joliment appelé méthano, parce qu'elle fabrique du méthane, Massilicoccus, pour dire que ça s'est passé ici à Marseille, et plus précisément Luminensis, parce que c'est un travail qui a été fait en collaboration avec un laboratoire de microbiologie de l'environnement situé à Rimini. Donc c'est une archée originale qui avait des caractéristiques très différentes de tout ce qui avait été connu avant comme archée. Donc en 2012, on a ajouté une 4e archée chez l'homme. Et puis on ne s'est pas arrêté là, on a continué à travailler, en particulier avec un étudiant, enfin 2 étudiants en thèse, qui s'appelle Bédis Ridis, et puis l'autre qui est toujours avec nous dans l'équipe actuellement, qui s'appelle Saber Kalifia. Et donc avec ces 2 étudiants, on a continué à travailler sur le milieu de culture pour essayer de l'améliorer. On s'est rendu compte, vous voyez par exemple, qu'en ajoutant des concentrations précises d'un élément trace comme le tungstène, eh bien on améliorait le milieu de culture. Et donc on a mis au point un nouveau milieu de culture. Ce faisant, on est reparti sur des échantillons de sel, toujours pareil, qui contiennent des séquences originales et non pas des séquences d'archées déjà connues, toujours pareil pour aller à la pêche de nouvelles archées. Et en faisant ça, eh bien, on a trouvé non pas 3 nouvelles archées, mais 3 archées qui étaient déjà connues, mais pour la première fois dans le tube digestif chez l'homme. Une première s'appelle Methanobrevibacter oralis, elle était déjà décrite avant notre travail, mais uniquement dans la cavité digestive, et donc pour la première fois, on l'a isolée à partir du tube digestif. Une deuxième qui a été trouvée, c'est Arboriphilicus, qui, comme c'est figuré là-haut, était une archée connue avant notre travail, mais connue uniquement comme étant un pathogène des plantes, et ça donne ce qui est joliment appelé la pourriture du tronc des plantes. Et donc c'est la première fois que l'on associe cette archée chez l'homme, plus particulièrement au tube digestif. Et troisième archée, N. miliaire, était une archée connue antérieurement à notre travail chez les bovins et surtout d'ailleurs chez les ovins, mais notre travail pour la première fois a permis de détecter et surtout de cultiver et d'isoler cette archée à partir du tube digestif chez l'homme. Donc on a des outils moléculaires et de façon encore plus importante des outils de culture qui nous permettent d'isoler, de cultiver des archées nouvelles à partir du tube digestif chez l'homme. Et donc ça c'est un petit résumé de ce que l'on a fait. Comme vous allez le voir, il reste beaucoup de travail pour ceux que ça intéresse. J'ai fait figurer en rouge finalement les 4 archées qui ont été isolées pour la première fois du tube digestif chez l'homme dans notre laboratoire. Et vous voyez, sur la base de la connaissance antérieure, c'est pas négligeable, les chiffres sont tout petits, mais finalement on a quand même fait 4 sur 7 des archées isolées chez l'homme jusqu'à présent dans le laboratoire en l'espace de 4 ans. Et vous voyez, ce qui reste à faire, ça sont les séquences connues d'archées dans le tube digestif ou d'ailleurs dans d'autres sites chez l'homme. Ce sont des séquences d'archées qui sont pour l'instant non cultivées. Donc clairement, il y a encore du travail à faire pour continuer à isoler et à cultiver des archées à partir de différents prélèvements chez l'homme. Dernier aspect du travail que l'on a commencé à faire, c'est d'étudier la sensibilité de ces archées à un certain nombre de composés antibiotiques au sens large, et parce que notamment une de ces archées que j'ai rapidement présentée, Methanobrevibacter oralis, a été impliquée, avec une force de preuve qui est ce qu'elle est, mais enfin a été impliquée dans le déchaussement des dents, pour parler simple, donc les infections parodontales qui contribuent à faire en sorte que les dents se déchaussent et tombent à la fin. Bon, on a montré nous aussi qu'effectivement il y avait une relation entre, si vous voulez, la gravité, la sévérité de la maladie parodontale et la quantité de cette archée que l'on peut détecter dans les poches parodontales des patients, et donc il n'est pas complètement inintéressant de s'intéresser à la sensibilité.
Alors ce que l'on a montré, c'est que ce sont des micro-organismes très résistants aux molécules antibiotiques que l'on connaît pour l'instant et qui avaient été travaillées pour l'instant essentiellement contre les bactéries, éventuellement contre les parasites. Et de façon intéressante, dans la panoplie des molécules dont on dispose aujourd'hui, eh bien, ce sont les molécules qui sont connues pour être actives à la fois contre des parasites et à la fois contre des bactéries, qui sont également actives contre les archées. Vous voyez, comme s'il y avait quelques molécules qui étaient capables d'embrasser un peu tout le vivant, sauf peut-être les virus. Et donc parmi ces molécules, le métronidazole, évidemment, est une molécule extrêmement importante, qui est très active sur les archées. C'est une molécule dont en fait le mécanisme fin de fonctionnement n'est pas très bien connu, mais schématiquement, c'est une molécule premièrement qui doit être activée par l'être vivant que vous voulez détruire en anaérobiose stricte, pour l'instant, et deuxièmement, qui quelque part agit en favorisant la fragmentation de la molécule d'ADN de l'être vivant. Bien. Et donc on a montré que cette molécule est effectivement tout à fait active contre les archées, et puis avec Jean-Michel Brunel a synthétisé des dérivés, si vous voulez, du flagile, de métronidazole, et on a montré que ces dérivés avaient aussi une activité importante contre les archées, et que quelque part la formule chimique du dérivé était corrélée à l'activité anti-archée des molécules. Un deuxième type de travail que l'on a fait, dans une perspective un peu différente, c'est de s'intéresser à des biocides, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas nécessairement utilisées chez l'homme en clinique, mais qui peuvent être utilisées pour décontaminer du matériel médical. La réflexion venait du fait qu'il a été montré par une autre équipe dans la littérature que les colonoscopes peuvent être contaminés par des archées, en particulier des archées que l'on commence à travailler maintenant ici, qui sont des archées halophiles. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines d'entre elles vivent dans des concentrations de sel qui semblent élevées. Eh bien, les colonoscopes peuvent être contaminés par ce type d'archée, d'autant plus qu'il a été montré par les auteurs que la purge utilisée pour préparer le tube digestif avant une colonoscopie, cette purge elle-même contient des archées halophiles. Donc en quelque sorte, la purge apporte des archées halophiles dans le tube digestif, dans lequel on va ensuite introduire un colonoscope. Et donc, ces colonoscopes peuvent être éventuellement contaminés par ces archées. Donc on s'est intéressé à un groupe de molécules qui s'appelle la scolamine et dérivés. Comme c'est figuré, sont une molécule naturelle, synthétisée naturellement par le requin, en particulier par le foie de requin. Là aussi, ce sont des travaux faits avec Jean-Michel Brunel qui travaille ce type de molécules. Et on a montré que cette scolamine était tout à fait active contre les archées, et donc c'est une molécule qui par ailleurs est toxique. Il n'est pas question d'utiliser ça en clinique chez l'homme, tout au moins pour l'instant, mais par contre c'est un type de molécule qui pourrait être utilisé pour la décontamination de matériel potentiellement contaminé par les archées. Donc ce travail sur 4 ans a apporté déjà quelques records du monde, soit dans le sens du plus grand, soit éventuellement dans le sens du plus petit. En particulier, on a séquencé le génome d'archées, un tout petit GC, le record du monde du petit GC. Il faut continuer bien sûr à travailler, c'est un champ que l'on a ouvert. Il y a très très peu de laboratoires dans le monde qui s'intéressent aux archées en clinique chez l'homme, en environnement oui. Et puis donc ma conclusion, c'est qu'en plus de tous les I que vous devrez apprendre, peut-être aussi faudra-t-il que vous appreniez dans les prochaines années de l'archéologie, dans le cadre de la microbiologie. Très bien, Fred.